Bienvenue à Alexis. Il a fait qui a fait de la qualité du travail un pilier de la transformation de son équipe, de sa tribu, comme on dit. Donc, je pense que c'est particulièrement intéressant, d'autant plus que ça fait quand même 2 ans que ça fonctionne. Et donc, voilà, il va nous en dire un peu plus comment la qualité du travail peut devenir un pivot, finalement, un levier important pour une transformation. Alexis, je te laisse la parole. Très bien, merci Dominique. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parfait. Ok, alors pour information, moi je ne vous vois plus, donc s'il y a des chats ou autres, arrêtez-moi. Nous te préviendrons, Ok, Alexis. super. Donc déjà bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Donc moi je vais vous parler de mon itinéraire, de notre itinéraire d'une transfo partagée qu'on entamait il y a effectivement 2 ans, parce que c'était en janvier 2019. Alors déjà, je vais juste me présenter assez rapidement. Moi je m'occupe, donc je travaille chez Leroy Merlin France, donc une entreprise qui compte 26 000 collaborateurs en France, qui fait partie d'un groupe un peu plus large, ADO, sur lequel on compte 130 000 collaborateurs. Et donc moi je suis dans les équipes digitales, donc numériques, en tout cas dans les équipes qui traitent de tout l'enjeu digital, et je m'occupe d'un périmètre qui s'appelle Tech and Workplace. Globalement, je m'occupe de l'environnement de travail pour les 26 000 collaborateurs, l'environnement de travail digital. Voilà, donc je ne vous détaille pas beaucoup plus ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous ai mis le lien vers mon compte LinkedIn, sur lequel il y a quelques infos également sur l'entreprise et puis sur ce que je fais. Et au-delà de ça, j'ai 40 ans et ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du management d'équipe digitale, toujours dans ce monde-là, de diverses équipes de différentes tailles. Et donc, et puis pour passer à mon équipe finalement, parce que c'est ça qui est important, pour vous donner à peu près ce que ça représente, et donc le sujet que je vais vous partager après, voilà, à qui il s'adresse. Il s'adresse à mes équipes principalement, qui sont composées d'environ 120 collaborateurs, des collaborateurs internes et de collaborateurs en prestation de services, mais voilà, qu'on traite de la même manière, en tout cas dans la transformation, et 5 managers également qui managent plus directement, qui me sont directement rattachés, et donc qui managent ces 120 collaborateurs. Et puis je vous ai mis nos clients, parce que c'est important, ceux qu'on sert au quotidien, pour qui on bosse finalement. Alors nous, on ne bosse pas totalement directement pour le client qui vient dans nos magasins, mais on bosse principalement pour celui qui le sert. Et donc, c'est nos clients internes, donc un peu plus de 26 000 collaborateurs. Alors, ça varie, parce qu'on a des activités assez saisonnières, et donc parfois on monte à 30 000. En tout cas, 26 000, c'est plutôt un plafond bas des collaborateurs purement internes. Voilà les quelques chiffres qui vous donnent à peu près le contexte. C'est un peu l'objectif dans lequel le terrain de jeu, dans lequel on se trouve. Il faut savoir aussi qu'on est dans une boîte voilà, qui est assez dynamique. On est sur un marché qui est dynamique, et encore plus cette année, paradoxalement, puisque voilà, chacun des habitants en France, parce que c'est comme ça qu'on appelle nos clients, visiblement s'est rendu compte que sa maison, c'était important pendant cette période. Et donc, on est sur un marché qui, contrairement à tous les autres, cette année est extrêmement porteur. Donc, on est dans un contexte aussi particulier cette année. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, ce que j'ai prévu de vous partager, c'est déjà un peu le contexte et les objectifs de ce qu'on a entamé il y a 2 ans, pourquoi on l'a fait, pourquoi on a démarré cette étape-là et pourquoi on l'a fait comme ça. Quelques partis pris qu'on s'était donnés, qu'on continue à vivre, qui ont évolué également avec le temps, et puis mes convictions, parce que vous allez voir que c'est toujours un jeu entre moi et puis ce que j'incarne, ce que j'ai envie d'incarner, et puis les équipes. La méthode, pour être un peu plus dans le concret, comment ça marche, en tout cas comment on le vit, c'est quoi, et enfin qu'est-ce que ça a apporté comme résultat. Et au-delà des résultats, c'est plutôt presque quels sont les apprentissages qu'on en fait, puisqu'il y a des résultats certes, mais il y a aussi beaucoup d'apprentissages pour moi et pour les équipes.
Alors, si je rebrosse rapidement le contexte, alors surtout, hein, arrêtez-moi, je vous le répète, hein, si besoin de compléments d'infos, parce que moi je suis dedans depuis 2 ans, donc parfois, voilà, je peux aller vite, parce qu'effectivement, il y a des choses qui me paraissent évidentes et peut-être, vous avez des questions autour de ça. Alors, si je reprends le contexte et les objectifs de notre transfo au départ, en fait, il y a des conditions. Il y a des conditions qui étaient assez réunies. Nous, on avait appelé ça l'alignement des planètes. C'est-à-dire qu'on avait, une vision très claire de l'entreprise, d'abord. Une entreprise en transformation également, en transfo digital également, mais pas que, l'entreprise venait de reclarifier sa vision, à 5 ans pour le coup, donc vraiment un axe, l'étoile du Nord, quoi. Et puis en même temps, on avait, dans cette transfo, d'entreprise et dans cette vision d'entreprise, d'énormes enjeux, autour du digital, hein, pour une boîte comme la nôtre, hein, qui historiquement fait des magasins et donc des entrepôts, hein. On achète, on revend, si je caricature, et puis on est au service de nos clients. Bah là, on avait le digital qui venait nous bousculer, et donc on avait en tout cas de forts enjeux sur les équipes digitales, qui étaient un peu au cœur de cette transfo, en tout cas un des cœurs de cette transfo, avec des gros enjeux d'agilité et de vitesse. Donc pouvoir bouger vite et pouvoir, aussi atteindre des résultats, relativement rapidement. Ensuite, donc ça c'est plutôt le contexte global de l'entreprise, et ensuite le contexte un peu plus local de mes équipes là, dans tout ça, bah, c'est finalement moi j'avais des équipes qui étaient, assez installées dans des modes de fonctionnement un peu établis, historiques, sans être péjoratif sur le terme, hein, voilà, ça fonctionnait, mais elles n'avaient pas vécu de grandes transformations, et donc bah, dans les modes de fonctionnement et puis surtout dans les postures des uns et des autres, elles n'avaient pas, appris à se transformer. Heu et heu et pas toujours agile dans les modes de fonctionnement, hein. Parfois, voilà, quand il y avait, des sujets qui étaient traités de bout en bout sur une longue durée, ça se passait bien. Quand il fallait changer au milieu de chemin pour y arriver, c'était moins évident. Voilà, et surtout moins bien vécu par les équipes. Et puis, bah, il y avait un moment. Donc tout ça, ça crée un moment, en fait, intéressant pour démarrer cette histoire. Et pour moi, c'est un point important, c'est-à-dire que c'est un critère important, ce moment avec voilà, un écosystème autour qui fait que, on peut raconter une histoire, et on peut raconter quelque chose qui donne envie aux collaborateurs de s'y investir, et puis aux managers également. Donc ça, c'est le 1er point de contexte. Le deuxième point, à partir de ça, moi, je me suis dit: «OK, soit je reste à rien, enfin, à faire comme avant, mais finalement, bah, c'est un peu facile, mais je ne suis pas sûr que ça réponde, en tout cas, je ne vais pas être dans mon job de répondre aux enjeux de l'entreprise», et donc voilà, on s'est lancé, et puis, avant de se lancer, on s'est écrit quelques partis pris, en fait, et moi, j'avais quelques convictions personnelles sur le sujet. La première, c'est la plus forte, c'est que, on avait, comme dans de grosses entreprises, on vit des réorganisations, de manière assez régulière pour s'adapter, hein, et c'est pas mal. Par contre, le problème d'une réorganisation, c'est que souvent, on a l'impression que, bah, quand on a changé les équipes, on a terminé. Alors qu'en fait, c'est souvent le point de départ, pour autre chose. Et on loupe un peu ça, enfin, en tout cas, moi, dans le vécu que j'ai eu, je loupais souvent un peu ça. Et donc là, j'ai dit: «Non, on ne fait pas une réorganisation, on fait une transformation». C'est-à-dire qu'il faut apprendre. On est dans un monde, de toute façon, d'entreprise et dans le digital, qui se transforme constamment. Donc il faut qu'on apprenne à se transformer constamment et à vivre en transformation. Et donc on a, voilà, et une transformation, bah, ça se traite sur la durée. C'est aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réorganisation à l'intérieur, mais elle fait partie d'un chemin. Ça, c'était le premier parti pris, une première conviction de ma part. Le deuxième point, il est aussi important, c'est, finalement, cette transformation, elle doit se construire avec tous, et pas seulement avec les managers. C'est pas quelque chose qui descend du ciel, comme une réorg, OK, on était comme ça avant, maintenant on est comme ça. Donc, et puis surtout, les managers faisaient partie de cette transformation. Eux-mêmes devaient se transformer, moi le premier. Donc, c'était, voilà, le fait de le faire avec tous, et s'inclure, nous, équipe managériale, également, et moi le premier, dans cette transformation, j'avais aussi à me transformer. Le troisième point, c'est que, certes, on avait un enjeu d'accélération, mais il fallait, surtout pas opposer le fait qu'on ait un enjeu. L'objectif, c'est d'accélérer et de gagner en vitesse, mais par contre, le chemin est long. C'est-à-dire qu'on va y aller par itération. Donc on a une cible claire, mais par contre, on a une transformation, voire des transformations itératives. Ça, c'était le point important aussi. On va apprendre au fur et à mesure, par palier, pour pas se créer des marches trop hautes qui finalement se découragent tout le monde.
Ensuite, et ça, c'est une condition très personnelle, hein, pour moi, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et donc, y compris la transformation. C'est-à-dire, si on veut se transformer par itération, mais il faut mesurer le fait qu'on avance dans cette transformation et le fait qu'elle apporte des résultats. Et donc, on a mis tout un système, en tout cas, de mesure au cœur de notre transformation. Le point suivant, c'est une transformation qui est, et ça va rejoindre un peu, ça va tirer le fil avec la qualité du travail. C'est une transformation que je voulais centrer sur l'engagement individuel, parce que c'était une de nos problématiques qu'on devait traiter, et dans une expérience collective. Et les deux sont importants. Souvent, nous, on est dans une boîte qui est très dans le collectif, très sur l'humain, etc. Donc, naturellement, donc ça, c'est facile pour nous, l'expérience collective. Par contre, l'engagement individuel, ça l'est un peu moins. Et donc, souvent, on opposait un peu les deux, hein, et donc, pour moi, j'ai voulu voilà, qu'il y ait vraiment un engagement de chacun des collaborateurs, de chacune des collaboratrices, mais dans une expérience collective. J'y reviens un petit peu après. Et puis, enfin, il ne faut pas l'oublier, hein, on est aussi là pour générer de la performance. Et ce n'est pas mal. Et donc, oui, on doit gagner en performance également, en vitesse, en qualité, enfin, sur les différents axes de la performance, en coût éventuellement. Et donc, en tout cas, et tout ça, ça doit se mesurer également. Et donc finalement, la recette de choc qu'on a, et donc c'est comme ça que ça c'est, il y a les planches que je vous présente, hein, c'est des planches que je n'ai pas créées pour vous, hein, que j'ai récupérées parce que je les ai présentées à mes équipes, hein. Et ça, je leur remets, depuis 2 ans, en fait, c'est un slide que je remets à chaque fois que je fais une plénière, à chaque fois que j'interviens, vis-à-vis d'eux. Notre recette de choc, elle n'a pas changé. Il y a 2 ingrédients. Il y a la performance et la qualité du travail. Donc, c'est-à-dire, je dis souvent, c'est nos 2 jambes. L'une ne va pas sans l'autre. Donc, le premier point, c'est on a commencé par la qualité du travail. C'est-à-dire que la promesse que moi j'ai faite en janvier 2019 à chacun des collaborateurs, si je leur ai dit, moi je veux que vous veniez le matin avec la banane, content de venir au travail, et je veux que vous repartiez le soir fiers de ce que vous avez accompli. Donc ça, c'est la promesse que je vous fais, c'est la base de tout. Sans ça, on ne pourra rien faire. Mais en même temps, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on est très bon là-dedans, mais qu'on ne génère pas de performance pour nos clients, à la fin, je pense que voilà, on va de toute façon dégrader la qualité du travail parce qu'on ne pourra pas être fier complètement de ce qu'on aura fourni. Et puis surtout, ce n'est pas durable. Et en même temps, si je fais que la performance, elle ne sera pas durable non plus parce que je n'aurai pas traité la qualité du travail pour chacun de mes collaborateurs. Et donc, ce sont bien les 2 angles d'attaque et les 2 ingrédients de notre transformation depuis 2 ans, la qualité du travail et les générations de performance ou de valeur, on pourrait l'appeler, hein, pour nos clients. Le troisième point, hein, c'est la manière dont on l'a fait. On a transformé nos modes de fonctionnement pour gagner en vitesse et en qualité, qui étaient nos 2 enjeux majeurs, mais qui finalement alimentent les 2 ingrédients. Alors, très concrètement, enfin, en tout cas un peu plus concrètement, la méthode. Alors, la méthode, c'est, et ça c'était un point important, c'est, moi j'estime que j'ai un job aussi là-dedans, qui est de porter cette vision. C'est-à-dire que voilà, on a écrit une vision, on a écrit une cible, une vision commune que je porte, et donc que mes managers et que chacun porte ensuite. Et donc voilà, moi j'incarne ça, c'est mon job. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas que faire la transformation par les managers, pour les managers, ou en tout cas pour leurs équipes, parce qu'il y avait aussi un changement de managérial à opérer. Donc on a créé ce qu'on appelle un premier cercle, c'est-à-dire j'ai pris mes 5 managers, parce qu'ils sont complètement partie prenante, et puis on a pris 10 collaborateurs dans chacune des équipes, un peu de manière représentative, qu'on a nous choisi. Ce n'était pas du volontariat, on les a choisis sur un critère assez simple, hein. Moi j'ai choisi des collaborateurs qui avaient une capacité en fait à emmener un collectif, à emmener leur collectif de terrain. Donc c'est plutôt, voilà, et la finalité, hein, c'est que ces collaborateurs-là, ce soient aussi des agents du changement au sein des équipes, qu'ils aient compris avant les autres ce qu'on était en train de faire, parce qu'ils l'avaient construit. Et donc avec ce premier cercle, donc d'une quinzaine de personnes, moi dedans, hein, finalement, on avait 2 jobs. On a construit et ensuite piloté la transformation. Donc c'est encore un groupe qui existe aujourd'hui, hein, 2 ans après. Mais la brique fondatrice, c'était un séminaire de 2 jours pendant lequel, en fait, on a, avec ces 15 personnes, construit la transfo. C'est-à-dire qu'on a construit ce qu'il y avait dedans, comment on allait le faire. Donc il y a vraiment un sentiment
d'avoir accompli quelque chose et donc d'avoir la propriété finalement, d'être copropriétaire de ça. Et puis ce premier cercle, il a un autre job qu'il a découvert au fur et à mesure, c'est que c'est aussi un premier cercle, parce qu'on avait beaucoup d'apprentissage à mener, qui expérimente le changement dans la transfo. C'est-à-dire que le fait de piloter cette transfo, en fait, eux, c'est leur terrain d'apprentissage pour ensuite le faire vivre et le vivre au sein de leurs équipes. Donc ça, c'était le deuxième point qui était important. Et donc, voilà ce que je vous ai dit, hein, c'est que finalement, ces 15 personnes, et en particulier les 10 collaborateurs, ce sont les agents du changement depuis 2 ans. Alors, dans la méthode, je vous ai parlé de la mesure tout à l'heure. Oui, on a une mesure, je vous la partagerai tout à l'heure. On a une mesure pour avancer, pour se voir avancer, s'améliorer aussi, parce que parfois il y a des choses qui avancent pas suffisamment vite ou pas comme on l'avait espéré, sont nos 2 ingrédients, la performance et la qualité du travail. On a le quatrième point de la méthode, c'est des itérations pour avancer et on s'ajuste au fur et à mesure. Voilà, on a beau avoir une cible claire, la trajectoire ne l'est pas pour autant. Donc on la construit au fur et à mesure, par itération, un peu plus court terme, pour faire des sprints, hein, on verra après, des sprints de transformation, c'est-à-dire des petites itérations qui nous permettent d'avancer et de traiter des irritants qui, pour la qualité du travail ou pour améliorer la performance ou la valeur générée pour nos clients. Alors, il y a un point, et c'est ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de partager ce qu'on fait pour se faire challenger et aussi être fier de ce qu'on produit. C'est-à-dire que moi, j'avais des équipes où, en fait, elles n'étaient pas toujours hyper fières et toujours. En fait, c'est des équipes qui étaient presque pas inconnues, mais très peu connues dans l'entreprise. 2 ans après, aujourd'hui, le fait de partager régulièrement ce qu'on fait, en fait, ça les rend fiers parce que ça inspire d'ailleurs d'autres directions dans l'entreprise qui ont commencé à mener des choses à peu près similaires dans leur contexte. Et puis, quelque part, indirectement, ça alimente finalement l'amélioration de la qualité du travail. Puisque je suis fier, je vis une expérience individuelle, mais en même temps dans un collectif. Si moi, mon job, c'est aussi et le job du premier cercle, c'est aussi de partager tout ce qu'on fait sur la transfo pour obtenir du feedback et donc pour alimenter cette transfo et en même temps pour être fier de ce qu'on produit, parce que plus on va le partager, plus il y aura de la reconnaissance quelque part. Et puis enfin, le dernier point de la méthode, c'est, et ça dès le départ, on s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner en particulier de Dominique Régnier, mais pas que. On a aussi eu du coaching sur du lean management principalement, sur de l'agilité dans le digital. Et donc on a investi quelque part dans l'accompagnement et dans la formation, dans le coaching, à des endroits ciblés pour accélérer cette transformation. Alors, concrètement, si je résume, c'est quoi les grandes instances et les grandes thématiques qui servent la transfo? On a un premier cercle, je vous en ai parlé, hein, les 5 managers plus les 10 collaborateurs, qui sont au même niveau dans la transfo. En tout cas, ils pilotent à égalité sur la transfo. Ça amène aussi beaucoup d'échanges. On parle de controverses, on verra après. Et donc, ce premier cercle, finalement, il a construit, il continue de construire et il lead, donc il pilote cette transformation. La deuxième instance, c'est un groupe miroir en fait, qui organise l'espace de controverse et la mesure de la qualité du travail. Parce qu'on s'est dit, si finalement c'est le premier cercle qui mesure, qui organise cet espace, en fait, ils sont un peu jugés partis. C'est-à-dire qu'ils ont construit la transfo, donc forcément, ils ont un regard un peu biaisé dessus. Et donc, on a un groupe à part qui organise finalement tous les 4 mois une mesure de la qualité du travail et donc l'espace de controverse, puisque à l'intérieur dans chaque entité en fait de l'organisation. Et puis enfin, on a des sprints de transfo, au départ tous les 15 jours, maintenant mensuels, on a adapté, qui sont en fait des itérations qui permettent de réellement traiter les sujets qui sont sortis de cet espace de controverse, entre autres, pour les faire avancer. Donc on a quelque part, c'est notre mise en action. D'accord ? Alors, ça se traduit comment ? Donc notre outil principal de mesure de la qualité du travail, si je focus sur ce point-là,
Voilà, c'est quelque chose qu'on appelle la boussole, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est Dominique, entre autres, qui m'a poussé cet outil. Et ce que j'aimais dans cet outil, c'est qu'il était ultra simple, euh, facilement compréhensible par voilà, n'importe qui. Je vous le présenterai juste après, si vous ne connaissez pas déjà. Et puis, ce que je voulais, c'est qu'on ait quelque chose, que ce ne soit pas juste une mesure, mais qu'on passe à l'action. Et donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais donc ça part un peu de là, hein, on mesure tous les 4 mois la qualité du travail. On partage, donc on a le groupe miroir qui partage en fait au manager et au premier cercle finalement ce qui est sorti des équipes, et on ne partage pas que la mesure, on partage aussi toutes les propositions. Donc il y a quelque part, les équipes, elles ne se contentent pas d'exprimer leurs ressentis, ou voilà, elles proposent aussi des choses. Et donc voilà, donc ce groupe-là, donc il y a un échange qui se passe ici. Donc c'est le principal moment un peu de la controverse, hein, avec également les moments qui vivent en équipe. Et puis ensuite, tout ça, ça alimente un backlog, donc une liste d'actions priorisées, un backlog de transformation. Et puis, ce backlog de transformation, il est injecté dans des sprints, donc il est priorisé d'abord par le premier cercle, et puis il est injecté dans des sprints mensuels maintenant, pour être traité, hein, finalement, et puis on réalimente finalement, et on refait un tour tous les 4 mois, et on revient vers les collaborateurs pour voilà, on a traité ça, est-ce que ça s'est amélioré, pas amélioré, etc. Et surtout, on fait ça en complète transparence. C'est-à-dire que tout ça, c'est affiché à l'ensemble, et chacun est conscient aussi que finalement, on bosse pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que l'équipe managériale et au-delà, le premier cercle, ce groupe-là, ils sont au service des 120 collaborateurs de la direction. Et ça c'est aussi un marqueur assez fort. Alors, si on regarde un peu dans la durée ce que ça donne, hein, voilà, on a démarré en janvier 2019 avec un premier kick-off, hein, où on a partagé une vision, on a fait une première itération de cette boussole. Ensuite, on a des sprints de transfo, hein, on en a 3 ou 4, ça dépend. Et puis, on remesure tous les 4 mois. Et puis, ça, depuis, voilà, et puis ça continue, hein. Donc, la dernière, elle date d'octobre. Donc, voilà, la prochaine aura lieu dans 4 mois après. Donc là, tout début d'année. Pourquoi je vous montre ça sur la durée? Parce que pour moi, c'est le point qui est le plus dur. On est dans une entreprise de retail, hein, de grande distribution, où on n'aime pas trop le long terme, en fait, hein. Donc, c'est pas dans notre ADN, on est plutôt très court-termiste. Et pour moi, c'est une vraie exigence, c'est moi le premier, de traiter ça sur la durée. C'est-à-dire que, je vous ai dit, c'est dans les parties pris de départ, on doit gagner en vitesse, mais le chemin sera long, et la transfo sera longue, et on est en transformation permanente. Et donc, une des difficultés pour moi, mes managers et puis les équipes, c'est de garder ce rythme, c'est de le maintenir sur la durée, et d'avoir cette exigence finalement de maintien de ça sur la durée. Quoi qu'il voilà, quels que soient les projets qu'on a en cours, les priorités, ça c'est la priorité. Alors ça, c'est voilà un exemple, hein, donc c'est notre première boussole, mais voilà, ça c'est notre outil de mesure. Globalement, c'est assez simple, hein, on mesure sur 2 axes. Un axe plutôt du présent, un axe plutôt de l'avenir, du futur. Donc on mesure un axe fierté-frustration, donc frustration-fierté, donc plutôt sur l'axe du présent, et puis risque-opportunité plutôt sur l'axe du futur, et par thématique, globalement. Donc ça, c'est les thématiques que les collaborateurs ont choisies, on va dire, tout au départ. Voilà, on peut les faire modifier, on peut les ajuster au fur et à mesure, et puis l'avantage, c'est qu'on les voit évoluer. Donc, comment ça se lit, hein, nous, le job, hein, c'est finalement ici en bas à gauche, on a ce qui est vraiment, ce qui impacte négativement la qualité du travail. Ça, c'est ce que les collaborateurs nous disent. Donc, l'environnement de travail à l'époque, hein, la charge, le change, le legacy, bon, je vous passe les thématiques, les relations et circulation de l'information inter-équipe. Et puis ce qui est plutôt positif en haut à droite, déjà positif aujourd'hui, et puis si on est vraiment tout en haut, et en plus ils ont plutôt confiance à ce que ça continue de s'améliorer. C'est comme ça qu'il faut le vivre, qu'il faut le lire. Et donc nous, notre job, hein, le job du premier cercle, et le job des managers également, c'est de faire passer ce qu'il y a en bas à gauche vers plutôt en haut à droite, et de mesurer cette progression. Il faut savoir que cette boussole, bien sûr, moi je l'ai consolidée pour ma direction,
mais chaque entité, chaque équipe a sa propre boussole. Et moi, j'ai la version consolidée quelque part. Mais ce qui est encore plus important, c'est finalement celle de chaque équipe, puisque c'est le contexte très localisé qui est important. Et de ce fait-là, on peut bien sûr traiter des actions de manière globale, mais aussi de manière très chirurgicale sur une équipe de 5-6 personnes également. Donc il y a vraiment les deux aspects qui sont importants. Alors, si j'en viens à finalement, ça a été quoi nos résultats, nos conclusions, nos apprentissages? Je vous ai remis l'ensemble des boussoles qu'on a vécues depuis le début. Donc ça, c'est la première, hein, donc c'est celle que je viens de vous montrer. En fait, le fait de les enchaîner, on ne va pas aller dans le détail, je vous rassure, mais le fait de les enchaîner, on voit un peu le mouvement. Ça, c'est la deuxième. Alors la deuxième, on pourrait croire que ça s'est amélioré. En fait, non, ça s'est dégradé, hein. Si on voit les notes en bas à gauche, là, en fait, on mesure un peu de manière globale. Alors c'est un chiffre qu'il ne faut pas prendre en tant que tel, mais voilà, on a la différence entre fierté, frustration, opportunité, risque. On vous a vu la première ici, hein, moins 0,9902. La deuxième, c'est dégradé. Alors pourquoi? C'est assez simple, hein, parce que 4 mois après, en fait, on est dans le dur. On est dans le dur de la transformation, de la réorganisation, des changements de mode de travail, beaucoup d'inquiétudes qui se créent, etc. Voilà, donc c'est un phénomène assez classique dans la conduite du changement, mais qu'on a mesuré là. Et par contre, il y a certains points qui sont quand même améliorés. Voilà, celle d'octobre 2019, alors là, on a eu une vraie amélioration, hein. C'est-à-dire qu'il y a des vrais mouvements en haut à droite. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du hasard. C'est-à-dire qu'on a pu vérifier que les endroits et les sujets qu'on avait traités ou qu'on avait essayé de traiter dans les sprints de transformation, en fait, ce sont les sujets qui étaient plutôt en bas à gauche, naturellement. Et voilà, on a des résultats très concrets et dans certaines équipes, on avait moins bien traité ça. On a aussi vu que ça avait pas bougé. Donc c'était aussi intéressant de voir les effets qu'on pouvait avoir. Voilà, celle de mars 2020, donc qui s'est encore améliorée, alors avec des mouvements un peu différents, parce que l'entreprise, elle vit, les équipes vivent, les sujets changent. Donc voilà, ça continue à vivre, hein. Donc l'objectif en soi, hein, c'est d'être en continuité. Et alors, on n'en a pas fait, vous imaginez bien que l'année 2020, c'est un peu particulier. On n'en a pas fait 4 mois après, parce qu'on était en plein confinement, enfin, il n'y avait aucun intérêt. Par contre, on en a fait une en octobre. Il me tenait à cœur de la faire pour voir justement l'impact que l'année 2020 et cette période un peu de flou là, nous avait amené. Et donc, celle d'octobre 2020, on a une petite régression par rapport à l'historique. Et surtout, ce qui est important, c'est que les sujets ont changé. En tout cas, l'ordre. Là, vous voyez plein de bulles, là. En fait, quand on regarde le détail, il y a quelques sujets qui ont changé, et surtout les verbatims qu'il y a derrière ces sujets ont changé. Si je prends l'exemple de l'environnement de travail, en mars 2020, on me disait j'ai pas assez d'espace ou je ne peux pas faire mon management visuel comme il faut. En octobre 2020, on disait j'ai du mal à faire du télétravail et en même temps d'être sur site de temps en temps. Donc les sujets à l'intérieur et la nature avaient complètement changé. Et donc c'est ça qui est intéressant finalement, parce que c'est l'échange qu'on a avec chacun qui nous fait grandir et qui fait grandir aussi les managers, hein, parce que ça c'est aussi un outil de travail pour les managers, pour qu'ils soient au service de leurs équipes. Parce que c'est aussi un pan de la transfo, hein. Moi je voulais plus de managers qui expliquent à leurs équipes comment bosser, comment s'organiser. Je voulais des managers qui soient au service de leurs équipes, parce que finalement, l'équipe et chaque collaborateur sait comment il doit bosser. Et c'est ce qu'il a envie de faire pour bien faire son travail. Voilà pour les boussoles. Et donc ça, c'est une part du résultat, hein, quelque part. Donc on voit globalement, ça s'est amélioré. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a vécu une année 2020. Donc là, je vous ai remis un peu des apprentissages en vrac. Je vais essayer de faire le focus sur quelques-uns. Pour moi, le plus important, ce qui est le révélateur finalement, c'est ce sujet assez récent, hein, c'est en 2020, on n'a jamais autant généré de performances dans mes équipes pour l'entreprise et de transformation qu'en 2020. C'est-à-dire que c'est la première année où on avait un nombre de projets de transformation majeurs dans l'entreprise. Vous imaginez bien que ça a été un peu chamboulé cette année. Et on a réussi à atteindre 100% de nos objectifs. Et je peux vous dire qu'ils étaient ambitieux, hein. Il y a eu plein de changements. Voilà, je ne vous détaille pas lesquels, mais en tout cas, il y a eu énormément de changements et on a su les faire malgré le contexte. C'est-à-dire que, pour moi, le premier apprentissage majeur, c'est que grâce à ce qu'on a fait depuis 2 ans, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, enfin, je ne crois pas à ça, en tout cas, on a atteint un niveau de résilience et d'agilité des équipes qui nous a permis, en 2020, avec le contexte qu'on a vécu, finalement, de délivrer plus que les années passées.
avec un effectif qui a été, qui était le même et dans un contexte très particulier d'apprentissage. Et donc cette agilité de passer en télétravail, voilà, et de continuer à délivrer finalement et à atteindre des objectifs forts, on l'a fait et ça c'est une vraie fierté de cette année et un vrai marqueur aussi que ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour rien. Et en tout cas que ça fonctionne. Ça c'est le point qui pour moi cette année est le plus marquant. Le deuxième point que je vous ai mis en gras, c'est finalement on est encore sur le chemin. Et donc faut jamais se dire qu'on a terminé parce qu'on est en transformation permanente et on continue à se transformer. Ça c'est un point important. Là en janvier, on va relancer finalement une nouvelle étape de notre transformation avec finalement voilà, on capitalise sur nos acquis et on va chercher autre chose. On va chercher plus de valeur, on va chercher encore plus de qualité du travail. Il faut aussi, un des apprentissages, il faut aussi accepter que, alors nous on est organisé en squad, donc c'est des petites équipes de 6-8 personnes. Donc voilà, c'est une équipe, une squad. Il faut accepter que chaque squad ait son propre rythme. C'est-à-dire voilà, tous les collaborateurs partent pas du même point de départ, pas du même contexte. Et donc ça, c'était un des apprentissages, moi qui suis un impatient un peu naturel, c'était un apprentissage pour moi, en tout cas et un point fort à accepter, c'est que oui, on ne va pas tous au même rythme et chaque collectif ne va pas, voilà, individu et chaque collectif ne va pas au même rythme, donc il faut l'accepter. Voilà, ça a été un de mes apprentissages. Voilà, il y a des squads qui sont encore dans une phase où d'autres étaient il y a un an. Bon, c'est pas grave. Voilà, il faut accepter, il faut travailler avec eux pour continuer à progresser. Le troisième point que je voulais partager également ce matin, c'est une transformation managériale également. Pourquoi? Parce que cet espace de controverse, ça amène une exigence beaucoup plus forte des collaborateurs vis-à-vis de l'équipe managériale, parce qu'il y a un vrai échange, parce que voilà, les collaborateurs des équipes sont plus exigeants avec leurs managers, mais moi également, parce qu'à un moment donné, ils se sont exprimés, ils attendent du retour. Et donc voilà, donc la posture managériale se transforme assez naturellement avec si on prend en considération en fait la qualité du travail des collaborateurs, chacune des personnes des équipes. Et puis le point également que je voulais vous partager, c'est hyper positif sur la motivation et sur les performances dans les squads les plus matures. Bien sûr, ils ne sont pas tous au même niveau, mais c'est pas grave. Par contre, pour ceux qui ont fait un peu plus de chemin que les autres, voilà, on a un vrai effet positif sur la motivation, sur les performances générées dans ces squads. Et donc, en fait, on se rend compte que les deux ingrédients dont je vous parlais au départ, qualité du travail et performance, en fait, ils s'auto-alimentent. Alors, on l'espérait, mais en tout cas, maintenant, on en a la preuve. Voilà. Et puis, ce que j'ai mis tout en bas, c'est hyper important, et je le répète, mais pas simple, de maintenir le rythme sur la durée, parce que voilà, c'est un processus qui est long, exigeant, et exigeant d'abord pour l'équipe managériale voilà, qui impulse ça, mais c'est pas simple de le garder effectivement sur la durée. Et donc voilà, parfois il y a des creux, parfois on réaccélère. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Il y a trois autres points, je vous les laisserai, vous aurez la présentation, je vous laisserai les lire. Mais j'essaie de mettre en exergue les quelques points qui me paraissaient, on va dire, les plus importants à vous partager. Et puis pour finir, voilà, ça paraît évident, mais c'est toujours bien qu'on se le dit, le fait d'écouter. Et l'écoute, pour nous, ça passe par l'exercice des boussoles avec le groupe Miroir. Finalement, voilà, on travaille l'application de chacun, voilà, on dresse un constat, c'est-à-dire qu'on a pu s'exprimer sur des choses, et en même temps on les responsabilise, on responsabilise leurs leaders, leurs managers, face aux problématiques, aux irritants de chaque collaborateur, ou aux choses qui vont bien. Et puis, et de ce fait-là, on travaille l'engagement et l'action. Et donc la boussole, voilà, elle nous met l'exigence d'agir, parce que une fois qu'on a la mesure, on ne peut pas se contenter de la regarder. Il faut qu'on y travaille pour l'améliorer. Et, voilà. Et moi, chacun de mes managers, en transparence, je le dis à toutes les équipes, chacun de mes managers est objectivé sur l'amélioration de la boussole.
parce que ça passe aussi par là, de ses propres équipes. Donc c'est un point important pour être en complète cohérence de bout en bout. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, posez-moi vos questions. Et puis voilà, je suis maintenant voilà, à votre dispo pour pouvoir répondre à, voilà, aux questions que vous auriez, aux points de détail que vous auriez besoin de creuser. Alors, on va se remettre en galerie. Je veux bien ouvrir le bal. Donc, bonjour à tous, Cédric Dalmasso. Donc, je suis en charge du conseil d'orientation et je suis prof en sciences de gestion à l'École des mines de Paris. Avant toute chose, un grand merci Alexis pour ce partage d'expérience. À la fois, c'est un bel enjeu de management et au regard de ce que vous nous avez présenté, on peut dire que c'est assez impressionnant. Moi, j'avais une petite question sur la nature de l'activité des membres de votre équipe. Sur quoi? Là, vous avez, c'était l'objectif, hein, présenter le système managérial, donc avec les outils, la manière dont ils s'agencent, les systèmes de représentation. En gros, les membres qui sont animés par ce dispositif, ils font quoi? Enfin voilà, Okay. à mon avis, c'est évident, mais... Non, mais, mais c'est une bonne question, merci. Alors en fait, donc tout ce qui est, en fait, il y a un périmètre, enfin, il y a 2 grands périmètres. Il y a un périmètre, c'est qu'on appelle, nous, la digital workplace. Donc en gros, c'est assez simple, c'est tout équipement utilisé par un collaborateur de l'entreprise, tout équipement digital. Alors pour nous, ça va du PC jusqu'à la caisse, en passant par les équipements mobiles, les terminaux mobiles dans les magasins, dans les entrepôts, les imprimantes, bref. Et puis donc toutes les applications qu'on vient poser dessus, sur ces équipements, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, pour donc les 26-30 000 collaborateurs de l'entreprise. Ça, nous, on traite du bout en bout, c'est-à-dire du référencement jusqu'à l'intégration, l'industrialisation, jusqu'au au déploiement, hein, et puis derrière, il y en a une phase des équipes aussi, donc ça, c'est une partie des équipes. On gère aussi tout ce qui est outils collaboratifs, donc tout ce qui sert à la communication dans l'entreprise. Voilà, les réseaux sociaux de l'entreprise, les outils de visioconférence comme là, les outils de travail à distance, cette année, c'était un vrai sujet. Voilà, voilà, mes équipes traitent ce genre de sujet. Donner accès au système d'information, hein, c'est un peu ça l'idée, quel que soit l'endroit, quel que soit le device, et donc tous les aspects aussi de réseau, hein, entre nos sites. On a 200 sites à peu près en France, en comptant les magasins, les entrepôts, les sièges régionaux, etc. Et donc, ces 200 sites, voilà, à un moment donné, on s'imagine bien qu'ils sont interconnectés entre eux. Et donc, tout l'aspect réseau, c'est aussi dans mes équipes que ça se traite. Et puis, on a une activité aussi importante qui est l'activité de support aux utilisateurs. Donc, quel que soit le périmètre. Donc, en fait, j'appelle ça souvent, c'est la vitrine de nos systèmes d'information, puisque c'est souvent, pour la majorité des collaborateurs de l'entreprise, c'est la seule fenêtre qui voit des équipes digitales. On est à peu près 500 hein, dans les équipes digitales de Leroy Merlin France, pour donner un peu de proportion. Et donc, on traite 800 applications. Et donc, voilà, moi, mes équipes, elles font le support de ces 800 applications, plus de à peu près 120 000 équipements informatiques dont je vous parlais juste avant. Ça, c'est un premier périmètre. Et le deuxième périmètre, c'est plutôt tout ce qui traite de l'infrastructure, donc les environnements dans le cloud, etc. Donc, en tout cas, les data centers, en tout cas, tout ce qui traite, en fait, tout ce qui est un peu back-office, donc tout ce qu'on ne voit pas beaucoup, sur lesquels on vient poser les applications. Donc, voilà, il y a des choses qui ont pas mal d'impact quand ils dysfonctionnent. Et donc, on a une exigence, effectivement, de qualité
et de vitesse, puisque finalement, si nous, on est lent, les gens qui développent les applications, et donc on les ralentit, on ne leur permet pas d'accélérer. Donc nos grands enjeux, ils sont sur la qualité, hein, effectivement, sur ces sujets-là. Et du coup, juste, et après je passerai la parole j'allais dire à la salle, mais à la salle virtuelle. Okay. On voit que dans le système managérial, hein, que vous nous avez présenté, il y a ce rythme, il y a ces sprints, ces points réguliers, etc. Je pense que c'est tout à fait cohérent avec le type d'activité qui vous caractérise, vous et vos équipes. Et au regard de ce que vous avez décrit, j'ai le sentiment, mais peut-être je me trompe, qu'il y a plusieurs temporalités. Il doit y avoir des sujets très rapides, avec des enjeux très très forts de vos clients internes, et puis des enjeux au long cours, peut-être sur des infrastructures ou je ne sais quoi d'autre. Comment vous parvenez, dans le système managérial, à gérer ces tensions de temporalité, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup baigné par il faut réagir, changer continuellement, vite, s'adapter. Alors, ok, on court et il faut le faire. Et puis, de notre côté, il y a ces sujets au long cours. Comment vous gérez cette tension entre les deux, enfin, si elle existe? Alors, ça, c'est notre quotidien. C'est un des points très durs, hein, enfin très dur, en tout cas, qu'il faut qu'on arrive à traiter. C'était un de nos apprentissages aussi. On ne réussit pas encore partout. Parce qu'on imagine bien que voilà, si j'ai une ligne de caisse qui est crachée à un endroit, on s'imagine bien qu'il faut réagir un peu vite. Et en même temps, je dois traiter la transformation sur d'autres sujets qui sont plutôt des sujets à 12, à 6 mois, 12 mois, des projets. Et puis j'ai cette transfo qui est au long cours. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est ce moment de la transfo là, c'est aussi des moments de respiration. C'est-à-dire que ça permet aussi, parce que le problème d'être tout le temps la tête dans le guidon, comme nous on dit, hein, c'est en fait, on n'arrive plus jamais à relever la tête et à regarder un peu plus loin. Et c'était quelque part une grosse difficulté qu'on avait. Et c'est aussi pour ça qu'on n'arrivait pas à sortir nos projets, donc le long cours, parce qu'en fait, on était toujours tiraillés et occupés par le très court terme. Et donc, on n'arrivait plus à lever suffisamment la tête pour suivre nos jalons sur le long cours. Et donc, en tout cas, effectivement, le fait de ritualiser sur du court terme, en fait, on ritualise tout de ce fait-là sur du court terme, y compris le long cours. Et donc, on découpe. Plutôt que de voir un gros sujet long cours, on ne sait pas vraiment par quelle face le prendre. En tout cas, la marche est trop haute. En fait, on le découpe. Et donc, le fait de le découper, ça permet de se voir beaucoup plus avancé et d'être un peu plus compatible avec l'aspect très court-termiste d'autres sujets. Ce qui fait qu'on les traite un peu en parallèle. Et alors, bien sûr que voilà, il y a des choses qui sont très prioritaires, hein. Là, un incident, faut le traiter. Et il sera toujours prioritaire à un moment donné. Et peut-être qu'il décalera le long cours, mais au moins, on sait. Enfin, en tout cas, on le voit vite. Et on voit de combien il a décalé. Et de ce fait-là, on sait dire que l'impact que ça aura sur la fin du long cours, en tout cas sur le fin du sujet qui est un peu plus long cours. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, oui, c'est une conjugaison qui n'est pas simple. Hein. Voilà. Il n'y a pas de miracle et ce n'est pas une solution miraculeuse pour faire ça. Par contre, ça permet de le rendre visible. Ça, oui, c'est très très clair et j'aurais encore des milliards de choses à dire, mais tout le monde me connaît trop, je suis un bavard, donc je vais... Merci Cédric, on va céder la parole un petit peu, comme tu dis, à la salle. Alors, est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole? Merci de me le faire. Excusez-moi, bonjour. Bonjour Catherine. Bisset, je travaille dans un OPCO. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez démarré votre propos en insistant beaucoup sur cette histoire de chemin, justement. C'est ce que j'avais identifié, même en termes de lexique, hein, puisque vous avez employé des termes comme amélioration continue, itération, chemin. Et vous avez dit, surtout, nous sommes en transformation et pas en réorganisation. J'aurais bien aimé que vous reveniez sur ce terme, enfin, et sur cette dichotomie que vous avez l'air de penser, enfin, de valoriser. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, cette transformation qui n'est pas une réorganisation? En fait, alors, pour être honnête merci pour la question, mais pour être honnête avec vous, c'était un peu notre credo au départ.
C'est-à-dire que moi, j'ai dit à mes managers, et en particulier, et à mes patrons accessoirement, que je ne voulais pas qu'on fasse une réorg de plus, mais qu'on fasse bien une transformation. Ce que je mets moi derrière la différence entre les deux, parce que voilà, la traduction et l'explication que je mets derrière, c'est en fait, voilà, dans nos équipes, régulièrement, on fait des réorganisations, des ajustements d'organisation. Et donc, et avec l'espoir que finalement, ça soit une finalité en soi. On oublie parfois que, donc moi je voulais pas ça, qu'une réorganisation, c'est juste un moyen. Mais un moyen parmi tant d'autres finalement pour se transformer. La vraie finalité, c'est cette transformation. C'est pas une réorganisation, elle est à l'intérieur d'une transformation et elle sert une transformation. Et donc, nous, c'est aussi issu de notre passé, c'est-à-dire qu'on fait globalement, on faisait des réorganisations tous les 2 ans. Voilà, parce que voilà, on se disait que ça allait donner une nouvelle dynamique, il y avait toujours de bonnes raisons, hein, et encore une fois, je renie pas ça. Par contre, on ne générait, déjà on ne mesurait pas la valeur de ce qu'on espérait au départ, on ne la mesurait pas a posteriori, donc quelque part, on ne sait pas si ça a réussi ou pas, ou ça a apporté ses effets. Et puis, le problème, c'est que dans la tête des collaborateurs et des managers et du collectif, et moi aussi, on a l'impression qu'une fois qu'on a changé l'organisation, voilà, on a remis des gens dans des cases, etc., on a changé des managers, voilà, on a fait des permutations, etc., on a l'impression que le job est fini. Et moi, ça me dérangeait. C'est-à-dire que le fait de se dire, voilà, OK, je fais une organisation, c'est effectif au 1er janvier 2021, bon, bah, au 2 janvier, c'est terminé, en fait. On est dans la nouvelle organisation et basta. Et on ne mesure plus jamais le pourquoi on l'a fait. Et donc, moi, la différence que je faisais entre les deux, c'est ça. C'est là, je veux quelque chose qui soit au long cours parce que je veux une transformation qui se mesure. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas des réorganisations, des ajustements. Par contre, ils sont faits pour de bonnes raisons. Enfin, en tout cas, on essaye. Et surtout, ils sont faits parce qu'on va chercher quelque chose, qu'on mesure a posteriori. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais de transfo versus réorganisation, parce que c'était aussi un petit peu la manière de prendre le contre-pied par rapport à ce qu'on faisait avant, dans notre contexte, encore une fois. Merci de votre réponse, Alexis. Elle est très importante. D'autres personnes souhaitent prendre la parole? Oui, Alain, je t'en prie. Allume ton micro, Alain. Oui, Alain Coffino. Président d'honneur de l'ITMD. Président de l'ITMD, j'étais longtemps président de cette association qui a quelques mots-clés dans ses convictions. Et parmi ces mots-clés, on a performance et qualité du travail. Donc, je ne peux que m'y retrouver. Ça tombe bien. Moi, j'ai 3 questions en une, si je puis dire. La première, c'est au fond, pourquoi vous avez lancé ça? D'où ça vient? Quel a été le déclencheur du système? Vous avez expliqué vos convictions à vous, mais quel est le phénomène déclencheur? La deuxième, mais c'est un peu dans le même domaine, c'est quelle est la connaissance de cette expérimentation dans l'ensemble de votre groupe? Et la troisième, c'est quelle est la reconnaissance de cette expérimentation dans l'ensemble de votre groupe? Alors, le déclencheur, c'est finalement ce que je disais tout en intro, c'est-à-dire déjà une vision partagée. Enfin, voilà, notre DG, globalement, à un moment donné, en juillet 2018, il nous partage la nouvelle vision de l'entreprise, qui a été co-construite avec les collaborateurs en plus. Et donc, il partage finalement une cible de transformation pluriannuelle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à peu près concomitant, c'est globalement une transformation digitale, c'est-à-dire un enjeu de gagner en vitesse et en agilité sur le périmètre digital, c'est-à-dire dans les équipes digitales. Donc là, un peu plus directement. Et donc, ces 2 points-là, en fait, moi, je me suis dit, bon, OK, moi, ma responsabilité dans mon périmètre, c'est de prendre ces 2 ingrédients-là et de se dire, OK, comment moi, dans le périmètre que je sers, ça veut dire quoi dans mon périmètre? Donc, moi, j'ai fait un peu ce diagnostic en disant, OK, comment moi je sers cette transformation, comment je suis au service de la transformation de la boîte et des enjeux de l'entreprise, et donc des enjeux digitaux, c'est tout ce qui me concerne. Et donc, voilà, et encore une fois, là, moi, je me suis dit, OK, j'ai 2 options, hein, soit je fais le dos rond et je laisse passer jusqu'à la prochaine.
soit ok, on a un vrai terrain d'apprentissage, mais en même temps, moi, je ne savais pas comment faire. Et donc, j'ai essayé de capter des notions d'agilité, etc., qui sont très présentes dans les équipes plutôt digitales, mais souvent sur des accompagnements un peu méthodologiques. Et là, ce qui a été déclencheur, c'est aussi une rencontre avec, je cherchais des gens pour m'accompagner, et puis à un moment donné, j'ai croisé la route de Dominique. Et puis l'histoire qu'il m'a racontée par rapport aux autres, la principale différence, c'est qu'on partait de l'humain et pas de la méthode. Et donc, c'est ce qui m'a plu. Donc, je dis, bon, ok, je fais un pari, je démarre quelque chose. Et puis voilà, et puis on a commencé l'histoire comme ça. Donc ça, c'était plutôt pour l'élément déclencheur. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Et puis, alors, la connaissance groupe de ce sujet, en fait, ça fait des petits à certains endroits. Donc déjà, on a démarré à peu près en même temps avec une autre équipe qui est sur un permis différent, qui vit des choses différentes. Donc on se partageait à l'époque assez régulièrement, un peu moins maintenant, mais peu importe. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, je m'efforce, et d'ailleurs, c'était dans mon bureau, en fait, on avait un petit rituel, c'est en fait, que le premier cercle partage ce qu'on était en train de faire au plus grand nombre, quels que soient les métiers, donc des magasins, des autres services IT, etc. Et en fait, on se faisait un selfie en fait, dans notre salle de pilotage de Transfo, et on l'affichait pour un peu mesurer le nombre de personnes à qui on avait présenté ce qu'on était en train de faire. Et puis au fur et à mesure, ça a fait quelques petits à droite à gauche, dans notre groupe également. Mais en même temps, j'en ai pas fait un truc où j'ai la science infuse, je sais comment il faut faire, etc. C'était d'abord pour nous, pour nous alimenter dans notre propre transfo, parce que chaque fois qu'on partage, finalement, on a des feedbacks et c'est intéressant. Et puis, à un moment donné, j'ai aussi partagé ça à mes équipes ressources humaines dans l'entreprise, donc mon DRH et puis son comité de direction globalement. Puis ça leur a plutôt parlé, et puis ils ont décidé aussi eux de se lancer sur ces thématiques-là pour leur propre transformation. Et puis donc ça fait des petits un peu comme ça, il n'y a pas quelque chose de très organisé, mais comme on est dans une entreprise où finalement on a quelques ingrédients aussi qui facilitent ça, c'est-à-dire que on a une des thématiques chez nous, c'est l'humain au cœur. Et c'est pas que des mots, c'est-à-dire qu'on a des valeurs d'entreprise qui sont assez vécues, assez incarnées, et donc on s'y retrouve plutôt à la fois, je ne vais pas dire dans la méthode, parce que ce n'est pas qu'une méthode, mais en tout cas dans ce mindset, dans cette philosophie de mettre l'humain au cœur et donc la qualité du travail. On ne l'appelle pas toujours qualité du travail à chaque endroit de l'entreprise, mais limite, peu importe. En tout cas, ça a fait un peu de petit comme ça. Et puis, j'en discute assez régulièrement avec mon DRH, parce que c'est aussi des moments d'échange qui nous alimentent tous les deux. Et puis la reconnaissance. Alors, juste pour l'anecdote, en fait, quand j'ai partagé ça, qui va répondre à cette question, j'ai partagé ça quand j'ai partagé ça au comité de direction des ressources humaines chez nous. En fait, j'ai eu une question d'une RH en région qui m'a dit, mais Alexis, pourquoi tu fais ça? Et donc je lui ai dit, qu'est-ce que ça t'apporte? Je lui dis, moi, le fait, ça m'apporte déjà quelque chose d'essentiel pour moi, c'est ma propre qualité du travail. Parce que je suis aussi un collaborateur de l'entreprise, comme les autres. Et donc, quelque part, le fait de partager ce que je fais, mon job, moi aussi, j'ai envie d'être fier le matin quand j'arrive au boulot et fier le soir quand je repars. Et ma fierté, une part de ma fierté, c'est aussi quand je regarde les boussoles, quand je regarde des collaborateurs qui s'épanouissent, qui vivent des projets professionnels. Et puis aussi, quand j'ai des moments de discussion avec eux qui sont un peu francs parfois, sur des sujets un peu plus durs, mais au moins, j'ai l'impression d'être utile pour l'entreprise. Et donc, ça, c'est ma propre reconnaissance et c'est ce pourquoi je continue à le faire, parce que j'estime que c'est mon job, en fait. Et donc, c'est la reconnaissance dans mon job. Je ne sais pas si ça répond aux 3 questions. Allons-y. Qui souhaite prendre la parole? Je veux bien. J'ai Céline Mounier, sociologue chez Orange. Juste une question. À un moment, il y a un mot qui a été employé qui était squad et je voulais juste vérifier ce qu'il signifie. Et globalement, j'ai trouvé dans votre présentation qu'il y a l'emploi de mots vraiment amusants. Donc, est-ce fait exprès? Et d'autre part, dans la présentation, à un moment, une attention pour
pour le design de la présentation avec des bulles et si on clique dessus, on imagine qu'on a tous les commentaires. Est-ce que ce design-là fait partie de votre attention continue? Alors, pour les mots, non. En tout cas, moi, j'essaye d'être… Enfin, voilà, c'est… je pense qu'on a, nous, un modèle de leadership chez Leroy Merlin, qui est sorti d'ailleurs après le démarrage de notre transfo, où on travaille aussi notre authenticité. Enfin, on dit que si voilà, moi, je ne fais pas beaucoup d'efforts pour faire ça. C'est-à-dire que c'est aussi quelque part, c'est peut-être ma personnalité. Alors, vous l'avez traduit comme ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est votre perception. Moi, voilà, je ne l'ai pas fait exprès, entre guillemets, mais par contre, je m'efforce toujours, et en particulier quand je suis avec mes collaborateurs, d'être vrai, authentique. J'ai des choses qui ne me plaisent pas, j'ai aussi le droit d'être moi et de dire ce que je pense. Et donc, voilà, et c'est pas grave. Et donc ça fait aussi partie de notre culture d'entreprise. Après, par contre, sur le deuxième point, vous avez raison. C'est-à-dire que moi, depuis 2 ans, en fait, il y a certains slides là que vous avez vus. En fait, à chaque fois que je rencontre mes collaborateurs, à chaque fois, je reprends exactement les mêmes, depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, traiter ce sujet sur la durée, c'est dur. Donc, il faut qu'ils se rendent compte que c'est une transformation qui traite sur la durée. Et qu'à un moment donné, il y a des choses. On a besoin d'agilité et de prendre des chemins parfois et de tourner à droite, à gauche assez rapidement. Par contre, à un moment donné, il y a des choses qui restent fixes. Il y a des piliers. Nos 2 ingrédients, là, ils ne bougent pas pour l'instant. Ils n'ont pas de raison de bouger. Parce qu'on se dit que la performance et l'équilibre du travail, a priori, ça devrait être toujours valable. Et donc, c'est aussi des marqueurs, finalement, dans la présentation qui sont importants. Après, la forme de la présentation, pour être honnête, je l'ai rendue… j'ai essayé de la rendre un peu plus belle pour vous. mais d'habitude, voilà, c'est pas quelque chose qui est très important. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est forcément… que je mets sur une importance forte. On essaie d'être clair dans ce qu'on exprime, mais voilà, mais la forme, effectivement, c'est pas forcément toujours ce que je traite le mieux. D'autres questions, d'autres interventions? Antoine. Yes. Bonjour Antoine Marotte. Donc moi je travaille avec Dominique Régnier chez Chaos Consultant. Donc je connais bien Alexis, donc je triche un peu en posant cette question, mais je pense que c'est un aspect dont on n'a pas encore trop parlé, qui devrait intéresser l'ensemble des personnes ici présentes. On a beaucoup parlé des collaborateurs, de comment ils l'ont vécu, comment toi tu l'as porté. Et il y a un autre rôle intermédiaire, je pense, qui pourrait être intéressant, que tu nous en parles un peu plus de leur position et comment ils évoluent, parce qu'eux aussi, c'était un apprentissage et c'était une position qui n'était pas forcément évidente pour eux à la base. C'était une manager, c'était 5 managers. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'ils ont vécu à travers ça, des difficultés, de comment ça les a fait évoluer dans leur posture? Ouais, c'est une excellente question, Antoine. Alors, oui, bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment rejoindre un meeting Zoom depuis une invitation reçue par email. Donc, c'est très simple. Il suffit… Voilà. Et donc, finalement, les managers, c'est peut-être ceux qui ont été, au départ en tout cas, le plus bousculés. Puisque dans l'expression de mon contexte de départ, hein, je vous avais expliqué que moi, j'avais des équipes qui étaient plutôt installées dans des modes de fonctionnement établis, qui n'avaient pas évolué depuis un certain nombre d'années, avec des managers qui étaient aussi dans cette posture-là, et plutôt un management d'experts ou d'anciens experts, en fait, qui connaissaient très bien, mais qui avaient plutôt un management où je vais expliquer à mon équipe comment ils doivent s'organiser pour bien travailler. Et là, on a complètement renversé la table pour passer à un management où je suis au service de mes équipes, mais c'est mes équipes qui savent. Alors, ça demande un lâcher-prise qui n'est pas simple, et je me mets dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas que les 5 managers, hein, c'est 6 en vrai, parce qu'il y a moi avec. Et donc, oui, ça chamboule. Il faut faire un effort particulier, ce que je leur ai demandé, je sais que c'est dur. J'ai quelques managers que j'ai remplacés pendant cette période, ou qui ont fait le choix de d'autres projets professionnels. J'ai eu l'opportunité en fait
de mettre aussi entre guillemets, du sang neuf, c'est-à-dire des managers que j'ai recrutés. Voilà, et puis forcément, je les ai recrutés avec mes nouveaux critères. Donc, qui a permis d'équilibrer aussi ce collectif et d'avoir de l'apprentissage. C'est-à-dire que des gens qui montraient un peu la voie, et puis finalement, tout le monde a suivi. Et aujourd'hui, on est plutôt... voilà, finalement, je les questionne aussi là-dessus. Et ils sont plutôt contents de l'expérience qu'ils vivent et de la transformation qu'ils ont vécue, parce que finalement, ils sont aussi fiers. Alors, ils sont allés aussi à leur rythme, hein, chacun, mais ils sont aussi fiers du chemin parcouru, parce qu'eux aussi, ils pilotent la transfo avec moi. Hein, donc, ils participent également à cette transformation collective. Mais c'est un vrai changement, c'est une vraie exigence pour ne pas, en gros, l'exigence... L'exigence principale, c'est surtout... Non, j'écoute un webinaire. Ah, excusez-nous, il y a quelqu'un qui devrait couper son micro. Pardon, Alexis. Non, malheureusement, parce que je dois emmener une amie. Jean-Pierre, tu peux oui, je vais le couper. Et donc, la principale exigence qu'on donne au départ aux managers, c'est ne donnez pas la solution à vos collaborateurs. Efforcez-vous, c'est dur, mais parce qu'on est des ingénieurs, hein, globalement, hein, c'est des populations plutôt... et donc, notre job, on a été construit comme ça. Votre job, c'est de trouver des solutions. Et là, il faut faire l'inverse. Il faut s'efforcer de ne pas les donner. On peut les penser, on peut avoir ses propres idées, on peut influencer éventuellement, mais on participe au collectif. Hein. Par contre, ne donnons pas les solutions. Il faut que chaque collaborateur construise son propre chemin. Et parfois, on a des solutions que nous, de toute façon, on n'aurait pas imaginées. Parce que c'est eux les experts à la fin. C'est pas nous. Alors, 3 demandes de parole. Christian Guibert d'abord, Agnès Lebaute ensuite et Cédric. Christian, tu as la parole. Christian, ça rejoint ce que vous venez de dire, Alexis. D'abord, merci pour l'exposé, et puis pour l'intérêt que ça représente. Moi, j'avais une question qui était en fait autour de ce que vous dites sur la transformation, la controverse, et ce que vous venez de dire à l'instant sur c'est pas au management de donner des solutions. Il faut que, entre guillemets, les gens les inventent. Et ma question derrière, elle touche d'ailleurs la question de fond sur qu'est-ce que c'est qu'une transformation. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une métamorphose. Vous l'avez dit d'ailleurs, hein, puisque vous avez dit tout le monde change là-dedans. Bon, donc, et ma question, c'est est-ce que vous avez l'impression, et c'est une question un peu centrale, hein, que ça modifie la division du travail entre conception et exécution, et que justement, en faisant ça, c'est-à-dire en rendant les collaborateurs contributeurs des méthodes, parce que c'est celle-là la question. Hein. Quand on dit ils produisent des solutions, ça veut dire qu'ils agissent sur les méthodes. Et donc, ils agissent sur une organisation du travail et une séparation entre conception et exécution qui s'est installée historiquement depuis 150 ans. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut sortir les gens de ça et que là, on peut trouver justement une logique de transformation où ce n'est pas seulement la qualité du travail, c'est avec la qualité du travail, trouver des solutions, donc agir sur la division du travail, donc agir d'une certaine manière sur la conduite stratégique, parce que les méthodes, c'est le centre de la conduite stratégique. Alors, oui, ça modifie naturellement ça. Après, il faut savoir que, alors je reviens à la question de tout à l'heure sur les squads, pour vous expliquer, pour donner quelques éléments de réponse. Une squad, c'est une entité très courte d'équipe autonome. Donc, globalement, moi, j'ai 5 managers, et un manager, il manage 3, 4, 5 squads. Et dans les squads, en fait, donc c'est une équipe auto-organisée. Il n'y a pas de manager au sein d'une squad. Le manager est, on va dire, manage plusieurs squads. Et chaque squad, on a quelques ingrédients de méthode, mais chaque squad s'applique ses propres méthodes de travail. C'est-à-dire que tout ce qui est rituel, management visuel chez nous, etc., à la limite, chaque squad a les siennes. Enfin, en tout cas, a ses propres méthodes et s'est construit ses propres méthodes durant ces 2 années. Et donc, finalement, oui, ça influe là-dessus. Après, ce n'est pas magique non plus. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le manager, il ne doit pas impulser quelque chose, mais il est vraiment, mais c'est bien ce mot-là, il impulse une dynamique. Il ne vient pas dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et lui a ses propres rituels avec les membres des squads. Et ce n'est pas grave, parce qu'il traite leur développement aussi, il a sa propre responsabilité. Et moi, je dis toujours, voilà, il y a une double responsabilité, le manager garde la sienne. Et à la fin, il est accountable, hein, en tout cas, il est responsable du service quand même. Et ça, je le répète régulièrement.
Et après, le fait que chacun se crée finalement ses propres méthodes et invente ses solutions, on travaille beaucoup sur l'engagement. Parce que, voilà, alors ça c'est humain, moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chercheur, etc. Mais je me dis, voilà, j'imagine qu'il y a un lien, en tout cas je le constate, hein, il y a un lien très fort entre, si c'est moi qui ai trouvé une solution, c'est la mienne. Je vais être beaucoup plus engagé à appliquer cette méthode, ou en tout cas à la vivre, que si c'est quelque chose qui m'a été imposé. Bon, alors ça, c'est voilà, c'est des banalités presque, mais quand on le vit, il y a une chose de le dire, et après, il faut essayer de le vivre, et c'est pas simple, hein, et c'est encore pas simple tous les jours, parce que le système bouge. Tout ça, c'est un système mouvant qui n'arrête pas de bouger. Donc, et donc, en fait, c'est en perpétuelle évolution. C'est ça qui est intéressant. Alors, on a plusieurs demandes encore. Il y en a encore 4. Agnès d'abord. Agnès Lebot, tu as la parole. Oui, merci. Bonjour, Agnès Lebot. Je suis consultante en relations sociales. Encore une fois, merci pour la clarté de votre présentation et l'intérêt de la démarche. Moi, j'ai 2 questions. La première qui renvoie peut-être, mais vous allez nous dire, un aspect, un facteur qu'on pourrait peut-être considérer comme générationnel par rapport à ce qui est possible de faire à travers à la fois les métiers qui sont que vous organisez et puis les équipes, quoi. Est-ce que vous pensez que cette expérience peut être possible, voire plus difficile avec des collaborateurs qui ont peut-être une pluralité générationnelle plus large, hein, ça c'est ma première question. Et puis la deuxième question, elle fait le pendant sur la question qui a été portée sur les managers. Moi, je suis intéressée de savoir et d'avoir des informations sur le quid de l'implication ou pas de la représentation du personnel. Voilà, un petit peu sur ces 2 questions-là. Merci. Essaye d'être bref, Alexis, parce qu'il y a encore des questions. Sur la première question, moi j'ai tout type de profil, tout type d'âge, tout type d'ancienneté dans l'entreprise. Et en fait, j'ai pas trouvé de lien direct entre une vitesse de transformation, que ce soit sur la thématique de l'ancienneté de l'entreprise ou sur la thématique de l'âge pur. Voilà, j'ai des équipes qui sont de 22 à 62 ans. Et voilà, j'ai pas en tout cas, il n'y a pas de lien direct sur la vitesse de transformation, sur l'acceptation de cette transfo. Donc, j'ai pas trouvé le lien en tout cas, et tout le monde se transforme à la même vitesse à partir du moment, en tout cas, on a des équipes mixtes, ce qui importe. Mais voilà, ça c'est le job aussi des managers, de composer leur équipe de manière équilibrée. Ça c'est la première question. La deuxième, sur l'implication de la partie représentant du personnel. Alors, moi j'en ai 3 dans mes équipes. Et en fait, ils l'accueillent très positivement en réalité, puisque cet espace de controverse, c'est finalement presque au cœur de leur job. Alors on pourrait se dire, ouais, mais attends, est-ce que c'est pas leur job tout court? Oui et non. J'imagine qu'un représentant du personnel qui fait bien son job c'est juste que tout se passe bien et que finalement la voix des collaborateurs soit entendue, quel que soit le moyen. Et donc, voilà, moi j'en ai 3 là, qui sont dans une bonne posture, et qui d'ailleurs, il y en a une des 3 qui fait partie du premier cercle. Voilà, en tout cas, on en échange régulièrement, et c'est plutôt accueilli de manière extrêmement positive, puisqu'on vient chercher finalement un enjeu qu'ils adressent également. Donc, c'est assez complémentaire finalement. Alors, on continue. Cédric, tu voulais reprendre la parole. Je vais laisser la parole puisqu'Agnès a posé ma question. Bien, merci Cédric. Alors Coraline souhaitait prendre la parole. Et ensuite, ça sera Corinne. Oui, bonjour, merci. En effet, j'aurais apprécié… Tu peux te présenter, Coraline, s'il te plaît? Oui, bien sûr, excusez-moi. Bonjour tout le monde, merci pour ce temps d'échange. Donc, je suis ergonome et psychologue du travail en service de santé. Ma question, bien sûr, elle est pour mieux appréhender et comprendre donc, cette très belle démarche que vous conduisez de longue date, et aussi avec un peu en arrière-plan une opportunité pour ma propre pratique en vue de transformer mon propre travail. Je m'explique.
Il a été fait mention tout au long de cette présentation d'un certain nombre de termes qui, voilà, pour moi, résonneraient et feraient écho à un certain nombre d'éléments, mais j'aimerais qu'on y vienne peut-être un petit peu plus finement dans le cœur de ce qui a été conduit, sur les notions de résilience, la notion de valeur, création de valeur, espace de controverse, la question aussi de la qualité du travail et de l'engagement. Pour moi, c'est voilà, des mots, des concepts qui sont forts, qui revêtent une certaine réalité ou pas hein, dans les différentes interventions que voilà, tout professionnel, consultant de tous bords en sciences sociales peuvent conduire. Mais voilà, comment ensuite, et c'est là où j'en viens à ma question à moi, de transformer mon propre travail, séduire les décideurs avec ou de la novlangue ou voilà, les sciences du management, du agilité ou au contraire avec des bases de sciences du travail un peu plus ancrées, dont peut-être d'ailleurs il faut faire l'impasse parce que voilà, ce n'est pas politiquement correct. Merci. Ok. Alors la question est large. Alors, sur la partie création de valeur, en fait, on a commencé par ça, c'est de se dire chaque squad, donc petite entité, là, je me rappelle qu'un des premiers jobs qu'ils ont eu à faire, c'est de se dire finalement, si vous deviez clarifier la création de valeur dans la chaîne de valeur de l'entreprise, et en particulier dans des équipes qui sont parfois un peu loin de l'activité cœur de l'entreprise, c'est le premier exercice qu'on a essayé de faire. C'est d'identifier ou de faire travailler en tout cas chaque équipe sur la création de valeur qu'ils estimaient rendre finalement à l'entreprise, parce que c'est aussi leur utilité. Et donc, on vient tirer aussi l'engagement. Si ça, c'est clair, ça vient tirer quand même pas mal de choses sur la manière dont ils vont prioriser leurs activités, la manière dont ils vont s'y engager, parce qu'ils vont se sentir utiles dans l'entreprise. Donc, la création de valeur, c'est ça, c'est déjà de savoir quelle valeur on génère dans une chaîne d'entreprise. Ça, c'est un premier point. Alors, sur la résilience, ça a été finalement un constat, parce que ce n'était pas fait exprès, mais c'est de se dire finalement, cette agilité, elle a créé de la résilience. Alors moi, je l'ai constaté en 2020, parce que factuellement, en fait, on est une année qui a été ultra chamboulée, où voilà, j'ai dû mettre à un moment donné, quand on doit mettre 80% de ses équipes en chômage partiel, arrêter 100% de ses prestations. Derrière, il y a des hommes et des femmes, des familles. Et en fait, j'ai eu zéro débat. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, Alexis, on fait partie d'un tout de la boîte, on sait la valeur qu'on génère. Donc, si cette valeur-là a une date donnée, elle ne peut plus être générée parce que la chaîne de valeur n'existe plus pendant une période, bien sûr qu'on s'arrête. Et ça est OK, parce qu'on fait partie de ce collectif et c'est notre responsabilité individuelle. C'est le genre de réaction que j'ai eue. Hein. C'est pas... et donc, il y en a même qui m'ont dit, non, mais attends, on va équilibrer avec d'autres collègues parce que pour des questions d'équité, ça, ils l'ont fait tout seuls. Donc ça, c'est la résilience de 2020. Et on a vécu un deuxième confinement où finalement, là, on était en phénomène inverse, il n'y avait plus du tout de chômage partiel chez nous. Par contre, on a dû générer un delivery de projet énorme pendant cette période. Alors qu'on était confinés, pas de bonnes conditions, etc. Et j'ai eu des pré-initiatives que je n'avais jamais eues avant, et puis une résilience du tout qui a permis d'atteindre les résultats. J'ai personne qui s'est mis sur le bord de la route, donc, ou qui s'est laissé en position attentiste. Donc il y a eu un engagement finalement, la résilience c'est aussi l'engagement, hein, tout ça c'est lié. Et donc l'engagement a fait qu'on était résilient peut-être, ou l'inverse, j'en sais rien. Mais ça c'est vous les experts, moi pas. En tout cas, il y a un lien fort entre les deux. Que j'ai constaté avec le contexte de 2020, que je n'avais pas constaté aussi fort avant. Mais là, voilà, ça a été criant, et d'ailleurs, ça s'est vu dans l'entreprise. On a eu une forte reconnaissance de l'entreprise sur notre capacité à, entre guillemets, résister et à générer du résultat, clairement. Alors, l'espace de controverse, en fait, il faut savoir que chaque squad là fait sa boussole. Et en fait, ce moment-là, il est ultra important. C'est-à-dire qu'ils le font entre eux. Comment ça se passe concrètement, c'est un moment d'échange sur chacune des thématiques, un moment aussi de proposition, donc ils se prennent une part des actions pour eux, hein, parce que finalement, le fait de l'exercice de faire ce constat, en fait, c'est déjà ce moment de dire je lâche déjà ce que j'ai à l'intérieur, au moins une fois tous les 4 mois. Alors, après,
ça devient un système un peu plus régulier pour certaines squads, mais en tout cas, au moins tous les 4 mois, il y a un moment d'expression libre entre eux, sans manager, sans personne. Et ensuite, ils ont liberté de l'exprimer. Et ensuite, il y a quelque part des messagers qui viennent nous restituer ce qui a été dit. Mais voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est bien à l'intérieur de chaque entité, la plus petite entité en fait collective, que les boussoles se créent. Elles ne se créent jamais au global. Hein. C'est vraiment dans chacune des entités collectives, il y a 17, 18 squads qui composent les 5 équipes. Et donc, voilà, c'est vraiment là que ça se passe. Et le moment de controverse, il est ensuite sur le moment d'échanger avec les managers en particulier. Globalement, ce sont les messagers qui viennent nous exposer ce qui a été remonté. Donc là, il n'y a pas de débat. C'est forcément la vérité. En tout cas, c'est le ressenti des collaborateurs. Donc, ils ne se discutent pas. Donc, la posture des managers, dans ce moment-là, il est hyper importante. On n'est pas en justification, on est en écoute forte et on prend. Parce que de toute façon, c'est du ressenti. Un ressenti, moi je dis toujours, ça ne se discute pas. Ça se traite, mais ça ne se discute pas. Bien, Corinne souhaitait prendre la parole. Et puis Bruno. Bonjour, merci à Jean-Pierre et Dominique pour cette invitation. Corinne Padreau, je suis consultante. Alors moi, je prends la qualité du travail en règle générale plus sous l'angle QVT, ce gros mot, qualité de vie au travail. Je m'intéresse beaucoup dans mes interventions à l'épanouissement de l'individu au travail, hein, entre guillemets. J'ai été interpellée, merci pour votre présentation Alexis, en tout cas en tant que manager, il est évident que cette méthode des boussoles et cet accompagnement de la transfo vous a donné un épanouissement, ça se voit dans la manière dont vous présentez votre dispositif. Je voudrais poser la question du côté des collaborateurs et surtout, j'ai été interpellée par le lien que vous sembliez faire. Alors peut-être je fais un raccourci, mais vous parlez de l'année 2020 et du télétravail comme faisant un lien direct entre télétravail, agilité et résilience. Alors, ma question est, 2020, vous avez mis en suspension vos groupes de travail et vos boussoles. Vous avez repris en octobre pour mesurer et constater des choses en plus, en positif. Est-ce que vous mettez ça sur le compte du télétravail et donc de l'effort de réorganisation que cette méthode de travail quand même invite à faire, hein, autant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Et est-ce que vous avez pu mesurer au-delà des résultats en termes de performance, agilité, résilience, les effets du télétravail sur vos collaborateurs? Alors, sur la première partie, en fait, quand j'évoque le télétravail, c'est pas, en fait, c'est juste, ça a été un impact contraint, puisque du jour au lendemain, on a dû passer 100% des équipes en télétravail, et on n'était pas prêt. Et donc, je ne fais pas de lien direct entre télétravail, résilience, etc. Par contre, en fait, le fait d'avoir dû être contraint de passer dans ce mode-là, en fait, c'est ça qui me permet de dire, et de continuer à générer des résultats, c'est-à-dire que ça chamboule complètement l'organisation. Il faut bien s'imaginer que moi, j'ai des équipes qui étaient colocalisées dans des bureaux de 6-8, avec du management visuel sur post-it. Du jour au lendemain, je leur enlève leur espace de travail, et ils sont tous chez eux, voire les 3/4 sont plus au travail, donc il ne reste qu'une personne ou deux dans l'équipe. Et donc c'est ça la résilience. Après le télétravail, c'est presque un exercice, ça a été un exercice imposé. Donc c'est pas un choix, mais c'est surtout l'impact sur l'organisation que ça a généré. Le fait de ne plus être physiquement sur site, le fait de perdre en fait nos outils du quotidien. Et donc c'est en ça finalement que je trouve qu'on a été assez résilient, parce qu'on a continué à générer de la performance pour l'entreprise et on a continué à faire nos activités et on n'a pas perdu l'engagement des collaborateurs. Après, le télétravail en tant que tel, je ne sais pas s'il a joué un rôle. En tout cas, sur la première phase, il a plutôt été négatif, j'ai envie de dire, puisque ça a été quelque chose d'imposé, pas préparé, et puis surtout, nous, on a un double rôle, c'est-à-dire qu'on le vit, et en même temps, on fournit ce service pour l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise. Et on n'était pas prêt non plus. Parce que moi, juste mes systèmes informatiques, quand je passe de 80 personnes en télétravail à un instant T
à 3500, entre 3500 et 5000 du jour au lendemain, bah, voilà, je vous passe les détails, mais ça a quelques impacts sur l'infrastructure, sur la sécurité informatique, etc., que mes équipes ont dû traiter, parce que c'est leur job. Et ça pendant un week-end. En un week-end, on a dû faire ça. Et là, j'ai eu zéro problème pour mobiliser des gens voilà, du jour au lendemain, parce qu'ils sentaient que c'était leur utilité. Après, sur la deuxième phase, on a quand même eu beaucoup de retours sur le travail à distance et le télétravail, plutôt positif, mais aussi négatif pour certains. C'est assez variable en fait. En fait, ce qui est difficile, c'est le mode de travail hybride. Ce que nous on appelle hybride, c'est-à-dire j'ai la moitié ici, la moitié en travail à distance, parce qu'en fait, on n'arrive jamais à se caler et à vivre des moments d'équipe. Et finalement, je me retrouvais à avoir des collaborateurs qui étaient au bureau et qui passaient leur journée en visio avec le reste de l'équipe qui était chez eux, donc aucune utilité. Et donc, il y a des éléments très positifs et des éléments beaucoup moins positifs. C'est un équilibre et clairement, on ne l'a pas encore trouvé. Et puis après, voilà, au moment où on commençait à créer quelques règles de bonnes pratiques, en fait, on est retourné en télétravail à 100%. Donc, j'ai envie de dire, c'est encore quelque chose qui est devant nous. Le fait de générer du positif avec le travail à distance, voilà. Donc, il y a des effets positifs, il y en a d'autres moins. Alors, encore 2 demandes de parole et on conclura. Bruno et puis ensuite Rosen. Oui, Bruno Burel, je suis un ancien collègue d'Alain Coffino dans sa période lyonnaise. Je m'intéresse beaucoup à la GPEC. Je voudrais savoir quelle reconnaissance pour les salariés de cet effort, de cette amélioration d'efficacité, quelle reconnaissance pour les salariés et les managers? C'est une bonne question. J'ai envie de dire que la première reconnaissance, elle est déjà dans le fait que, dans la promesse qu'on leur fait pour ceux qui la vivent. C'est-à-dire le fait de venir de manière très positive le matin au travail, de repartir en étant fier de ce qu'on a accompli, quelque part, c'est quand même une reconnaissance forte finalement de l'espace et de la vie qu'on mène, de la vie professionnelle qu'on mène. Ensuite, il y a deux pans. Il y a aussi, finalement, il y a beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'apprentissage individuel, parce qu'on a fait un effort aussi sur la formation, sur l'accompagnement, mais pas que ça, parce qu'on a aussi vécu des choses. Et aujourd'hui, voilà, j'ai des collaborateurs qui ont pu vivre et transformer leur projet professionnel, c'est-à-dire évoluer au sein de l'entreprise grâce à ça. J'ai beaucoup plus de, ce qu'on le mesure aussi, de projets professionnels qui se transforment, et voire qui sont exprimés, donc de changement, de développement, qu'avant. Et puis ensuite, pour les managers, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai des managers qui sont qui ont progressé dans leur management. Voilà, pour moi, clairement, je m'estime avoir progressé dans mon job, dans la manière dont je le fais. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus challengeant aussi, mais en même temps, c'est de la reconnaissance assez directe. Et puis ensuite, on a aussi indirectement, il y a forcément de la reconnaissance, mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque une conséquence. Voilà, nous, on a un système d'évolution aussi des rémunérations qui fait que voilà, pour ceux qui ont progressé, qui se sont transformés, qui ont appris, etc., ça passe aussi par ça pour certains, pas tous, mais en tout cas, ça passe aussi par ça. En tout cas, ça a permis ça. Et moi, j'ai eu des révélations. En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je m'attendais en fait à des fortes évolutions chez certains. Peut-être parfois, je ne les ai pas eues. Par contre, chez d'autres, moi, j'ai redécouvert certains collaborateurs, pour être très clair. Qui m'ont juste surpris parce que je ne les attendais pas là, dans un tel niveau d'engagement, de performance. Et donc, ça révèle aussi des collaborateurs dans leur épanouissement aussi. Et donc, ça travaille toute la chaîne, finalement, tout est lié. Merci Alexis. Alors, Rosen. Oui, bonjour, Rosanne Guéguin, Fédération CFDT Santé Sociaux. Alors, j'ai bien aimé la phrase là quand vous avez parlé c'était le job des IRP,
que la parole des professionnels soit entendue. Alors nous, au sein de la fédération, c'est ce qu'on essaye d'inculquer, hein, que ce soit les IRP qui peuvent être des fois moteurs ou motrices de la mise en place de ces espaces de discussion et de controverse. Donc ça, c'était un premier point. Une deuxième chose que vous avez relevée, c'était que les remontées sont les ressentis et que les ressentis ne se discutent pas. C'est vrai que c'est parfois très difficile, hein, nous, dans le milieu hospitalier notamment, comment faire pour instaurer une confiance suffisante pour que ces ressentis, justement, ne soient pas discutés par les managers et que ce soit corrigé. C'est vraiment une grosse difficulté. À l'heure actuelle, essentiellement, hein, nous, on est garant du secteur du médico-social, du sanitaire. Donc, actuellement, inutile de vous dire que c'est plus que compliqué. Mais voilà, cette notion-là de confiance sur la parole, sur le recueil de la parole, et comment est-ce que vous avez réussi à instaurer ça pour que ce soit non discutable, justement, et que, justement, il y ait des actions qui soient menées derrière. Merci. C'est un des sujets les plus complexes, c'est clair, parce qu'on est habitué à répondre en fait donc, dans notre leitmotiv. Et après, en fait, moi je me rappelle avoir, en fait, j'avais dit à mes managers, parce que c'est surtout dans leur posture en fait, hein, que ça passe. En fait, on s'est fait beaucoup de feedback mutuel. Moi, je leur ai dit, bon, on est 6 là, si on en voit un qui dans ces moments-là, donc où on échange finalement sur les boussoles, etc., on voit qu'il est plutôt en mode justification, réponse, direct, etc. Le collectif doit le soutenir, au sens où on doit lui faire un feedback, non, c'est pas dans ce moment-là en fait que tu dois le faire. Où on se fait, voilà, on a un petit code entre nous qui dit, attends, là tu déconnes, t'es pas dans la bonne posture, mais voilà, on le fait entre nous, on essaie de s'auto-réguler. C'est passé par ça au départ. On a fait quelques écarts, hein, pour être clair, au départ, parce qu'on apprend. Puis on a envie de répondre, parce que voilà, parce que ça peut nous toucher aussi, hein, parce qu'il y a les propres ressentis, il ne faut pas les négliger. Et puis après, on a nos moments aussi entre nous, pour en discuter, pour exprimer nos propres ressentis. Et donc, voilà, ça passe aussi par ça, mais il ne faut pas se dire que ça se fait du jour au lendemain, en fait. Hein, ça se traite sur la durée, parce que c'est le cœur de la transfo en vrai. Ça se traite sur la durée. Et puis après, le système avec les messagers, quand même, hein, on se dit finalement, celui qui nous rapporte le message, c'est le représentant, finalement. Alors, c'est pas à lui qui, voilà, on ne va pas lui couper la tête parce qu'il rapporte le message que les équipes ont donné. Après, on a aussi une culture d'entreprise, hein, qui est assez favorable à ça. Ça joue beaucoup. Puisque voilà, on a une culture du feedback qui est assez développée, qui est vraiment portée, une culture de l'authenticité aussi. Donc quelque part, moi je surfe aussi et j'utilise cette vague-là dans l'entreprise, cette culture d'entreprise pour le faire. Après, ça reste humain, hein, donc voilà, parfois il y a des écarts, il faut les accepter. Par contre, il faut se le dire. Nous, en tout cas, on se le dit, c'est non, là, ça c'est hors jeu, ou en tout cas, là, on n'a pas été dans la bonne posture. Et on refait le feedback aux collaborateurs avec qui on n'a pas été juste, ou en tout cas dans la bonne posture. C'est important que lui sache qu'on a pris conscience que là, on n'a pas été au bon niveau. Et puis inversement, parce qu'il y a le ressenti, c'est pas non plus quelque chose, voilà, il ne faut pas que ce soit un jugement personnel, sinon c'est plus un ressenti. Et donc, il faut aussi se dire ça très, très factuellement, là, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Bon, voilà, ça passe par ce genre de petites phrases. Hein. Moi, avec ce que tu dis là, je ne suis pas à l'aise parce que ça, ce n'est pas du ressenti. Et moi, ça me va pas. Je suis pas OK avec cette posture-là. Donc, il y a un peu les postures des deux côtés. Puis là aussi, on a ce groupe miroir, là, il apprend au fur et à mesure à être dans la bonne posture et nous aussi. Bon, mais c'est pas simple et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. C'est un apprentissage presque permanent, une vigilance permanente. Merci Alexis d'avoir mis autant de questions autour de la temporalité, effectivement, sur la qualité du travail et tout ce qui est autour de la qualité du travail. J'ai beaucoup aimé la conclusion, écouter, impliquer, faire agir, j'aurais rajouté agir aussi en plus. Merci à tous, aux uns et aux autres pour vos échanges. Merci à Dominique Régnier et Antoine d'avoir organisé ce conseil d'orientation. Nous aurons un prochain rendez-vous en janvier, un autre conseil d'orientation. Je vous en dirai très vite un peu plus à partir d'un email. Et puis, retenez déjà la date du 19 janvier où Catherine Arnaud vous présente ici, va animer l'atelier sur la qualité du travail avec
la performance peut-être, puisque Alain va nous apporter, j'espère, sa contribution de façon à ce que nous ayons un atelier performant sur cette thématique que nous essayons de développer déjà. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre présence. L'ITMD, vous le voyez, continue à travailler. Nous n'arrêtons pas. Merci à Jean, Alain et tous ceux qui nous ont découverts aujourd'hui. Merci à Cédric. Désolé d'avoir un peu coupé la parole, mais je sais que nous aurons d'autres occasions de t'entendre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite. Merci, bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.